enchaîner avec encore deux autres cliniciens. Alors, ceux-là, ils font réellement partie du département. Donc, on a le docteur Benjamin Popov et le docteur Julien Callot, qui sont tous les deux réanimateurs anesthésistes au CHU de Rouen. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils font partie de l'équipe sur leur versant évidemment universitaire. C'est partagé. Ils font également partie du centre de données cliniques que je vous exposerai juste après. Merci Julien. Effectivement, je suis partie intégrante maintenant de l'entreprise de données de santé, enfin en tout cas de Denis Dessan, le jour qui est encore un peu réanimateur de nuit. Et puis Julien qui est anesthésiste réanimateur au CHU de Rouen. Alors nous, on n'est plus au Moyen-Âge, c'est moderne. C'est juste pour faire le parallèle entre l'anesthésie et la réanimation, même si c'est deux facettes du même métier, mais qui sont, comme vous voyez, c'est un peu similaire en termes de technicité. Et du coup, on va vous présenter des cas d'usage d'entrepôt de données sur l'anesthésie. Alors effectivement, nous, on se place plutôt du côté du clinicien et Julien vous a parlé des logiciels de spécialité et l'idée, c'est de réutiliser les données. Les données, on en produit beaucoup en anesthésie et réanimation avec les données du scope, la biologie, la démographie, etc. Et finalement, à partir de ces logiciels de spécialité, il n'y a plus aucun doute sur l'intérêt de l'utilisation de ces logiciels dans la pratique courante des praticiens, mais également dans la prise en charge des patients. Sauf que l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, puisque comme vous le savez, ces logiciels génèrent des données. Ces données peuvent être soit structurées, et on commence à avoir pas mal d'expérience sur l'extraction de ces données, la structuration de ces données. On se félicite depuis maintenant 2 ans d'avoir extrait énormément de données pour nos internes d'anesthésie et réanimation, ce qui a facilité leur projet de recherche, ce qui a amélioré la recherche dans notre département. Le problème réside surtout dans les données non structurées, puisque vous savez que 80% de l'information médicale pertinente est contenue dans ces données textuelles, et finalement toutes nos données de physiologie, nos scopes, nos biologies n'ont pas d'intérêt si on n'arrive pas à les associer avec le diagnostic, les antécédents du patient. Et finalement, structurer ces données non structurées, finalement, c'est un enjeu qui est de taille. Et l'idée, c'est d'hybrider ça avec nos problématiques de clinique. Par exemple, si je prends l'exemple de la consultation d'anesthésie, il y a 2 grandes phases. Une phase d'évaluation qui va permettre de recueillir des informations médicales pertinentes et d'établir la stratégie de prise en charge anesthésique. Et une phase d'information qui consiste à informer le patient, à le rassurer, à établir un lien, puisque finalement, c'est aussi ça notre métier. Malheureusement, lorsqu'on s'intéresse à des patients plus complexes, avec un dossier complexe, eh bien, la réalité fait que la phase d'évaluation empiète sur la phase d'information, ce qui est forcément délétère pour le patient. Et ce qui prend le plus de temps finalement, c'est l'étape de recueil d'informations. Cette étape de recueil d'informations, elle est essentielle parce qu'elle permet de recueillir les informations qui vont nous servir à prendre en charge notre patient. Typiquement, ça se fait par l'examen clinique, l'interrogatoire du patient. Le problème, c'est que le patient, il n'est pas familier avec tous ses antécédents, il oublie. Et finalement, on est obligé de consulter le dossier patient informatisé, ce qui est extrêmement chronophage. Et l'idée, c'est on dispose d'un entrepôt de données de santé avec l'ensemble des données du patient. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi pas utiliser cet entrepôt de données de santé pour extraire ces informations, les synthétiser et proposer cette synthèse aux cliniciens et notamment aux anesthésistes. Et l'hypothèse derrière ça, c'est d'utiliser les grands modèles de langue, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, identifier les informations médicales pertinentes qu'on a besoin, les extraire, les structurer et les organiser sous forme de synthèse médicale, sous forme de consultation d'anesthésie automatisée. L'idée étant d'améliorer le timing et l'efficience dans notre travail au quotidien. Et c'est un travail qui va se faire dans le cadre de mon projet de thèse de sciences, qui sera établi et co-encadré à la fois par le département d'anesthésie et réanimation et par le département de sciences numériques au sein de notre nouveau laboratoire EMS, et s'intégrera dans un projet plus global
national sur les grands modèles de langage en médecine, qui est le projet Partage. Et finalement, une fois qu'on aura répondu à ces deux problématiques, les données structurées et non structurées, on pourra véritablement avoir une base de données qui sera structurée et organisée, qui permettra de retracer finalement toute l'histoire de vie d'un patient, de la consultation d'anesthésie aux soins intensifs post-opératoires et en passant par ce qui se passe pendant la chirurgie. Et tout ça s'intégrera dans l'entrepôt de données de santé normand, qui permettra de chaîner les informations de nos patients via le logiciel d'information avec les données qui existent déjà dans l'entrepôt de données de santé. L'idée étant de promouvoir la santé et l'innovation en réalisant des rapports administratifs, améliorer la recherche clinique et proposer des outils à disposition des médecins anesthésistes réanimateurs. Et Benjamin va vous parler de son expérience en réanimation. Quel usage en réanimation? Juste pour prendre le contexte, nous, on est sur un temps un peu plus long. Donc, effectivement, on a un patient qui branche à plein de machines qui vont générer beaucoup de signaux. Donc, en fait, on a un grand volume de données générées en permanence par nos patients. En fait, le travail du médecin, finalement, c'est de faire du filtrage de ces données et d'extraire de la connaissance avec toutes les données qui sont interprétées. Donc, ça, effectivement, toutes ces données-là sont agrégées dans un logiciel de gestion de patients de réanimation. Et finalement, on passe plus de temps à regarder un écran avec des tableaux qui plein de valeurs que à regarder le patient. Et en plus de ça, du coup, toutes ces données sont agrégées mentalement et ils doivent servir à prendre des décisions qui sont souvent prises dans des situations d'urgence ou de stress. On est en réanimation, on a des patients qui sont en risque de détérioration rapide. Et du coup, là, toutes les grandes problématiques, j'essaie de travailler dans le cadre de ma thèse d'université, c'était de travailler sur des systèmes d'aide à la décision clinique, du coup, basés sur toutes ces données de réanimation pour aider à la prise en charge quasiment en temps réel du patient. Alors, j'ai pris un cas d'usage que je vais vous présenter très rapidement. Moi, je travaille sur la dialyse. Alors, juste pour comprendre, quand un patient est en insuffisance rénale aiguë sévère, c'est-à-dire que les reins ne fonctionnent plus, on les branche à des machines de dialyse qui sont un peu différentes de celles des patients chroniques. C'est que nous, qui sont dialysés en continu, les patients une machine qui tourne à 24. Forcément, à partir du moment où on a branché les machines, tous les paramètres biologiques sont normalisés. En fait, la grande et ça comprend quand même beaucoup de patients. Et toute la grande problématique, ça va être de savoir quand est-ce qu'on arrête cette machine. Parce que tant qu'elle est branchée, tout va bien, mais dès qu'on l'arrête, c'est là où on se rend compte si les reins reprennent une fonction rénale correcte. Et généralement, c'est un peu, on fait un peu essai en erreur, c'est-à-dire qu'on va profiter des fois d'interruption de machine, soit le fil qui en fait un lit, soit le patient qui doit aller au bloc pour interrompre la machine, et puis on voit ce qui se passe dans les prochaines heures, quitte à devoir reprendre une nouvelle séance de dialyse continue si ça ne fonctionne pas. Et du coup, l'objectif, c'est d'essayer de guider ce sevrage de la dialyse. Dans le but d'essayer de réduire le temps de dialyse, parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps personnel, paramédical et médical. Et il n'y a absolument aucune recommandation sur comment faire, et puis il y a très peu de recherche sur le domaine, parce qu'il y a très peu de recherche sur le domaine pour l'instant. Et du coup, l'objectif, c'est de développer un système d'aide des décisions cliniques, donc à part des données de signal pendant que le patient est dialysé, pour pouvoir en gros essayer de nous indiquer le jour optimal pour sevrer la dialyse continue. Donc pour faire ça, on a besoin de données d'entraînement. Donc les données ont été recueillies notamment à partir de l'entrepôt de données de santé. Tout ce qui est intéressé, tout ce qui est les codages sur les diagnostics, la comorbidité des patients, par exemple, les biologies, puis les mouvements du patient. Et malheureusement, on n'avait pas encore intégré complètement le de réanimation, mais on y avait accès au sein de la plateforme de données. On a aussi accès à la base de données de notre logiciel, qui est ICA, qui est le dossier patient automatisé de réanimation. Donc là, on a pu recueillir toutes les données de pancarte, tout ce qui est mesuré en temps réel par les différents moniteurs, les données de dialyse et puis les prescriptions, par exemple, thérapeutiques, médicamenteuses ou non médicamenteuses faites par les cliniciens. Du coup, l'objectif, ça a été d'extraire ces données de plusieurs sources. Et vu que je travaillais sur le site de la données multicentrique, on a choisi de standardiser le format OMOP, un format de données, base de données relationnelle, avec un format de données commun qui va être à la fois de mapper structurellement et sémantiquement les données, ce qui va permettre de travailler sur les données dans le centre, donc au CHU de Rennes, avec deux bases de données comme ça de patients. Et puis après, entraîner les modèles et tester. Voilà. Je peux très brièvement, mais ce n'est pas l'objectif de ça, mais voilà, on a pu entraîner un modèle sur les données de neurones qu'on a testé dans deux autres contextes différents, au CHU de Rennes pour une autre cohorte française, puis on a testé sur Mimi, qui est une base de données américaine de réanimation, donc tester le modèle dans le contexte clinique et puis extra-européen. On a entraîné différents modèles, on a réussi à avoir des performances qui ne sont pas trop mal, parce qu'on a des LIC 0,86 pour les meilleurs modèles, et puis des performances forcément qui déclinent quand on change de contexte clinique, mais qui restent assez robustes dans différents contextes. Voilà. Le
projets pour le futur, là, on travaille complètement l'intégration de l'animation dans Etienne, pour qu'on ait à la terme, on a tout donné directement dans l'entrepôt de données, qu'on puisse les requêter et les extraire automatiquement. Donc là, on a le médicament qui a été quasiment fini, et on va commencer à progressivement intégrer les différents modules des pays de réanimation pour compléter nos données. Donc à la terme, on n'aura plus besoin de faire de lien. Voilà, pour les cas particuliers, de base, on pourra directement traiter ça depuis l'entrepôt de données. Et faire tourner continuer le développement de ces décisions et en plus qui pourront directement les données extraire depuis l'entrepôt de données. Et puis après, tout le gros problème, c'est qu'une fois qu'on a un modèle qui marche avec des métriques pas trop mauvaises, c'est toute la problématique de savoir comment ça se comporte en vie réelle. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un projet d'étude prospective pour évaluer le modèle dans des conditions cliniques réelles, donc en réanimation chirurgicale, au CHU de Rouen, pour essayer de voir comment les cliniques, déjà évaluer de manière un peu insidieuse les performances du modèle avec des nouveaux patients en vie réelle, et après à terme aussi de voir comment les performances du modèle, des cliniciens avec le modèle versus les cliniciens seuls, pour voir comment on peut optimiser ça et quelle performance ça a en vie réelle. Désolé, il y a peu de blagues. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux parties, anesthésie-réanimation? Oui, Aurélie. Merci pour cette présentation. C'est très intéressant de voir, comme la présentation précédente, l'application par des médecins en exercice. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous avez réfléchi un peu à la partie justement évaluation en vie réelle et notamment, est-ce que vous avez des indicateurs, parce que j'ai été interpellée parce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que des fois ces systèmes finalement occupent un peu le temps qui est passé avec le patient. Et donc ça, est-ce que tu as des idées d'indicateurs? Il y a peut-être des indicateurs qui existeraient déjà pour mesurer aussi ce genre de choses, d'impact sur le contact avec le patient, sur la formation peut-être, sur d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément immédiatement, mais qui sont dans l'entourage, disons, de l'utilisation des systèmes numériques. Alors, pour cette question, c'était sur comment on évalue ces modèles en vie réelle. Là, ça va être la deuxième partie de mon travail que j'aimerais vraiment développer dans les prochaines années. Parce qu'effectivement, c'est facile d'évaluer les métriques modèle seul versus modèle par médecin. Ce qui m'intéresse surtout, c'est tout ce qui est biais cognitif et facteur humain lié à ces modèles. Donc, effectivement, la plupart des systèmes de décision très basiques, je prends les systèmes d'interaction médicamenteuse, c'est typiquement pour de système d'alerte, fatigue des alertes, c'est le concept. Effectivement, sinon, c'est contre-productif. Donc, c'est tout le trade-off à avoir entre avoir un modèle performant et un modèle qui est utilisable dans la vie réelle. Effectivement, il y a des échelles très utilisabilité sur l'UX, le design, etc., des applications qui sont un peu communes avec pas que les systèmes de décision, mais le développement de logiciels en général. Donc, il y a cette partie-là, je pense qu'il faut développer. Mais après, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est de développer ça avec le centre de simulation, le MTC, notamment avec un autre médecin anesthésiste qui travaille sur tout ce qui est simulation et pédagogie. Mais j'aimerais bien l'accès sur l'évaluation, c'est-à-dire c'est comment les gens réagissent face à ce logiciel. Ce qui est toujours intéressant, il y a pas mal d'études qui sont bien tester ça. Il n'y a pas vraiment de méthodologie très détaillée, mais ce qui est marrant, c'est de voir, par exemple, que quand on prend les tranches d'âge, quand on donne des vignettes cliniques à des cliniciens, on voit que les vieux cliniciens ont tendance à vouloir aller à l'encontre du modèle, même si le modèle avait raison, juste pour dire, voilà, moi, j'ai ma pensée propre. Et à l'inverse, on va avoir des jeunes qui sont très believers, qui vont suivre le modèle se trompe. Donc ça, c'est tout à fait intéressant de voir tester différents scénarios. On va volontairement truquer le résultat du modèle en donnant une prédiction vraiment fausse ou vraie, etc., pour voir comment les utilisateurs se comportent. Et du coup, là, on est un peu à la frange entre développement informatique et sciences sociales, je pense. Et psychologie humaine, pardon. Okay, c'est très intéressant. Merci pour cette réponse. Merci beaucoup à tous les deux. Et bravo pour ces travaux. Ils font, alors Edouard aussi, qui font beaucoup, je pense, grandir les communautés et notamment